Alors, en effet, les contre-offensives ukrainiennes ont été l'effet d'annonce courant juin de 2023. Et depuis juin 2023, en effet, ces contre-offensives ont eu lieu. Alors déjà, une première remarque, c'est que quand on parle de contre-offensive en termes militaires, on n'en fait pas une annonce dans les médias. Une contre-offensive doit rester une surprise. Et compte tenu de la réception du matériel militaire occidental, il est vrai que l'armée ukrainienne bénéficiait d'un nouveau support qui leur permettait d'envisager de mener des contre-offensives sur les lignes bien engagées et bien défendues par les Russes. Et malheureusement pour l'Ukraine, c'est que toutes ces contre-offensives, les unes après les autres, ont été des échecs sévères. Après toutes ces contre-offensives, on peut parler, si on pouvait parler d'un résultat in concreto, ce serait 14 km² de repris sur un front qui fait à peu près 1000 km de long. C'est-à-dire que si on veut faire une comparaison, et comparaison n'est pas raison, mais dans le cadre de la guerre en Ukraine, on est plus sur un théâtre de front qui ressemble à celui de la Première Guerre mondiale, sur un front de position, un front d'attrition, où les Russes, pendant tout ce temps, ont mis en place des lignes de défense qui sont constituées de 6 lignes. Donc il faut franchir une première ligne avec des champs minés. Ensuite, il faut franchir cette première ligne, il y a encore d'autres lignes avec des éléments d'obstacle. Et comme ça jusqu'à la sixième ligne, ce qui n'a jamais été possible pour l'armée ukrainienne. Et aussi, il faut savoir une chose, c'est que dans cette guerre qui ressemble un petit peu à la Première Guerre mondiale, et d'ailleurs avec moins d'hommes, parce que pendant la guerre de 14, le front faisait 600 km de long. Et il y avait d'un côté comme de l'autre des millions de soldats. Là, on parle de plusieurs centaines de milliers de soldats, d'un côté comme de l'autre. Et d'après mes renseignements, je n'ai pas les chiffres précis, les pertes humaines du côté ukrainien sont énormes. Et je pense que l'armée ukrainienne ne dispose plus de réserve. C'est pas aussi, je pense aussi que du côté russe, il y a des pertes. Mais l'armée russe a appris énormément de ce conflit et c'est très bien organisé en matière défensive. Alors, on sent que depuis le mois de mai, le président Zelensky est aux abois parce qu'il cherche à tout prix du financement, il cherche du matériel. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand on mène une contre-offensive et qu'on n'a pas un appui aérien, c'est vraiment mener ces hommes à la défaite et au massacre. Donc il y a beaucoup d'incohérences, beaucoup maintenant, et aujourd'hui, après toutes ces contre-offensives loupées, toute cette perte humaine énorme, c'est ça le plus difficile qui devrait nous faire réfléchir, nous en tant qu'Occidentaux, de dire qu'il faudrait mettre une fin après toute cette aide militaire, après toute cette aide financière, il faudrait quand même envisager de trouver une solution, parce que cette guerre en Ukraine n'est pas venue comme ça le 22 février 2022. Il y avait déjà un préalable, il y avait déjà tout un historique. C'était pas une surprise. Donc il semblerait bon que les pays européens et l'Amérique commencent à se poser des questions. Et à mon avis, dans les bureaux d'études ou les bureaux de réflexion, on doit certainement penser à l'après-Zelensky et aussi à arriver vers un jour des négociations de paix, de cessez-le-feu et de paix. Alors déjà, dans votre question, il y a la réponse. Et je mettrai en avant le fait que lors de la dernière réunion de l'OTAN au mois de juin, le président Biden a clairement dit que l'Ukraine n'était pas encore admissible à faire partie de l'OTAN. Donc ça, c'est la réponse du pape, hein, de l'administration américaine et de l'OTAN. Donc il y a évidemment une sorte de recul, de pas en arrière de la part de l'administration américaine sur l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Et me semble-t-il que c'est un peu la même situation concernant l'Union européenne. Alors c'est vrai que vous avez de fervents européistes
comme Charles Michel ou Van der Leyen, qui aimeraient évidemment faire accélérer le processus, mais quand même avec quelques bémols, parce qu'ils savent très bien que le fait d'intégrer l'Ukraine dans l'Union européenne, alors qu'elle ne remplit pas les critères, les standards qu'on demande aux pays qui sont candidats à être membres à l'Union européenne, d'y adhérer complètement pour des raisons aussi stratégiques, parce que l'Allemagne réalise les dangers, l'Allemagne s'est rendu compte que son dispositif militaire n'était pas à la hauteur et ils ont débloqué des fonds considérables pour réarmer. Alors réarmer contre qui, contre quoi? Il y a plusieurs questions à se poser. Est-ce que ce serait éventuellement contre la Russie? Je ne le crois pas particulièrement, mais je pense que l'Allemagne, qui a annoncé justement par la voix de son ministre de la Défense, qu'il fallait que l'Europe se prépare à une guerre de grande intensité. Alors, contre qui, contre quoi? Et à mon avis, en matière de stratégie, il faut toujours savoir désigner l'ennemi. Alors, justement, on parle de l'Union européenne et on parle de gens qui étaient des impétrants à l'Union européenne. Et si je tourne mon regard vers l'Est, je regarde qui? Je vois la Turquie. Et la Turquie n'a de cesse de menacer à gauche et à droite, a menacé la France pendant les émeutes du mois de juin et juillet, en disant que la France était un pays raciste, avec un racisme systémique qui n'est pas prouvé et qui est faux. Et récemment, Erdogan a menacé aussi Israël, dans le cadre du conflit israélo-palestinien, et ne pas oublier évidemment la pression militaire de la Turquie sur les îles grecques. Donc on a quand même plusieurs éléments qui font que déjà au sein de l'Union européenne, il y a des doutes et il y a aussi des questions sur quel est l'ennemi à désigner en cas de défense de l'Union européenne. On s'aperçoit que la Russie n'est peut-être pas l'ennemi désigné comme ça a été le cas pendant cette guerre en Ukraine. Pour alimenter la corruption. C'est-à-dire que ces 82 milliards d'euros qui seraient tellement nécessaires pour les peuples des pays membres à l'Union européenne, bien, sont dispensés par des gens qui ont des responsabilités politiques considérables et qui sont, comme je vous rappelle pour Mme van der Leyen, des personnes non élues, qui ont une légitimité qui est très fragile, même inexistante, parce que personne n'a voté pour Mme van der Leyen. Elle a été cooptée par la Commission européenne et elle prend, à mon sens, en tant qu'Européen, parce que moi j'adore l'Europe, je me considère comme Européen, et je considère que l'Europe va de Brest jusqu'à Vladivostok, donc j'élargis même la conception de l'Europe au-delà de ce qui existe avec l'Union européenne. Mais ce que je critique, là, c'est justement l'aberration de la politique de l'Union européenne, qui est une sorte de canard sans tête, et qui continue à marcher. Beaucoup de politiciens suggère le Frexit pour la France. Mais je pense qu'il s'agit de pour rien, car l'Union européenne mourra de sa belle mort, de sa propre mort. Concernant les différentes figures politiques qui combattent l'Union européenne, que je comprends et que je soutiens, car je pense que la politique de l'Union européenne est à contresens de l'intérêt des pays de l'Union européenne, membres de cette organisation politique. Pourquoi? C'est très simple. Regardez, la perte de souveraineté juridique de la France, ne serait-ce que sur la question migratoire, on l'a vu avec la question de Lampedusa, les accords de Schengen qui nous empêchent d'avoir un véritable contrôle sur notre flux migratoire, qui commence à poser un véritable problème humain et sécuritaire. Je pense que l'Europe, compte tenu de son manque de colonne vertébrale et de défense des intérêts des peuples des pays membres de l'Union européenne, s'effondrera un jour ou l'autre. Et surtout, je pense que le maillon faible de l'Europe, c'est l'euro. L'euro qui a couplé au dollar, qui est aussi dans une situation très difficile, et qu'une forme d'effondrement de l'euro provoquerait un effondrement de l'Union européenne en tant qu'entité politique. Peut-être pas géopolitique, mais politique. Et je pense que ce serait certainement une bonne chose, parce que l'Europe est
complète contradiction avec l'intérêt des peuples qui sont membres de l'Union européenne. Je me répète, mais c'est important. Et l'argent qui est dispensé, qui est l'argent de nos impôts, contribuables qui payent pour toutes ces sommes astronomiques qui sont offertes à des pays qui demandent de l'argent déjà à d'autres pays. Il ne faut pas oublier que l'Amérique a donné plus de 100 milliards de dollars à l'Ukraine, avec des avantages. C'est-à-dire que non seulement l'Amérique, elle donne, mais bon, elle récupère sur l'achat du matériel militaire pour tout le complexe industrielo-militaire américain. Et en plus, les sociétés américaines, comme Blackwater, acquièrent à vil prix des territoires, des champs cultivables et très rentables en Ukraine. Ce que n'ont pas fait vraiment les Européens. Alors, il y a quelques hommes d'affaires européens qui ont de l'espérance, mais je crois qu'ils vont se raviser parce que les Ukrainiens joueront le jeu plutôt avec les Américains qu'avec l'Union européenne. Donc c'est complètement contradictoire et contre-productif. Et je pense que l'Union européenne aurait beaucoup plus d'intérêt à œuvrer pour un cessez-le-feu et pour la paix et commencer des négociations avec la Fédération de Russie, car cette guerre avec toute cette cohorte de sanctions, plus de 14 000 contre la Russie, ces sanctions que j'ai fait des effets boomerang, comme disait notre ministre de l'économie, M. Bruno Le Maire, qu'il allait mettre un genou à l'économie russe. C'est plutôt la France qui a un genou, compte tenu de la hausse du coût de l'électricité, de la difficulté des entreprises à faire face à toutes les factures, du prix de l'inflation dû au coût de la hausse. Suite à la guerre en Ukraine, beaucoup de sociétés ont fait faillite, et des sociétés qui étaient plutôt rentables. Et donc ça a un impact immédiat sur la croissance française, sur l'emploi français, et on se rend compte que ces mesures sont prises dans une sorte d'euphorie hystérique, européiste, qui dirige le pays depuis plus de 30 ans. Et à mon avis, l'effet boomerang reviendra, comme c'est venu sur la France, sur l'Union européenne. Depuis l'annexion de la Crimée par la Russie, les ponts sont coupés avec la Fédération de Russie. Alors, ça s'est manifesté par des sanctions à l'encontre d'intérêts économiques russes, à l'encontre d'oligarques russes. Et évidemment, ça s'est accéléré avec l'opération spéciale du 24 février 2022. On est arrivé dans une nouvelle dimension où on a considéré que la Russie était l'ennemi de l'Occident, l'ennemi des démocraties, et qu'en conséquence, il fallait couper tous les ponts avec la Russie, et en employant des mesures exorbitantes de droit qui sont contraires à nos fondamentaux. Il faut savoir que le cœur de notre système juridique en France est basé sur la Déclaration des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et il faut savoir que la Déclaration universelle des droits de l'homme joue en faveur de la liberté des personnes d'aller et de venir, et aussi protège le droit de propriété, qui sont des droits considérés comme fondamentaux, y compris dans notre Constitution et consacrés justement dans les textes. Eh bien, quand l'Occident, l'Union européenne a pris des sanctions à l'endroit de la Russie, on a saisi les comptes russes, on les a confisqués, on les a séquestrés d'abord, et ensuite on s'en est saisi, ce que je considère personnellement en tant que juriste comme un vol. Donc, est-ce que vous vous rendez compte de l'impact et de l'effet de choc d'une telle décision? Parce qu'en fin de compte, c'est-à-dire que tous les autres pays qui observent cela se disent si on a un conflit avec l'Europe, un jour ou l'autre, on pourra saisir nos avoirs. Et donc, on est en contradiction avec notre propre droit et avec la logique des relations internationales. Il n'y a pas que ça, d'ailleurs. Concernant les citoyens russes, il y a aussi des sanctions qui ont été prises à l'encontre des citoyens russes, les sportifs, les artistes. Ce qui est en complète contradiction, une fois de plus, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme sur le respect des personnes, d'aller et de venir. Comment, moi, en tant que juriste, je vais pouvoir accepter qu'on s'en prenne à quelqu'un parce qu'il est russe? C'est inacceptable pour quelqu'un qui
qui respecte le droit ou un état de droit ou un fonctionnement qui est basé sur le respect de principes fondamentaux. Donc l'Union européenne a commis beaucoup d'erreurs, qui sont des erreurs qui vont lui coûter très cher et qui, au demeurant, lui sert, ces erreurs la contre-servent dans le sens que, comme on parle aujourd'hui du Sud global, le Sud global observe et se disent mais ces gens-là qui ont donné des leçons pendant des siècles et qui tout d'un coup, pour des raisons géopolitiques ou militaires, prennent des sanctions qui vont à l'encontre de leurs valeurs, eh bien ils perdent tout leur crédit. Et on le sent très bien aujourd'hui dans la politique étrangère de la France, c'est que la France est chassée et respectée de nulle part. Parce qu'en fin de compte, la France est un de ces piliers de l'européisme, au même titre que l'Allemagne. Et toutes ces mesures sont en fin de compte le dépérissement des valeurs occidentales qui sont présentées. Qu'est-ce qui reste à présenter à tout ce monde du Sud global? Des standards pour des minorités? Est-ce que, par exemple, prenons l'exemple du LGBT, est-ce que le LGBT est accepté en Afrique ou au Moyen-Orient ou dans les pays d'Asie du Sud? C'est toutes des questions qui font qu'on manque de pertinence et que justement, cette pertinence-là a été reprise par les Russes. Parce que les Russes ont mené une intense politique diplomatique sur les pays d'Afrique, sur les pays du Moyen-Orient, sur les pays d'Asie, et n'ont pas imposé de standards. Ils ont proposé des services, comme on le sait, ben évidemment, avec la société de mercenaires Wagner pour assurer la sécurité de certains États. La Russie l'a très bien saisi en proposant les BRICS. Et les BRICS, en fin de compte, c'est une nouvelle organisation mondiale. Je ne dis pas mondialiste, mais mondiale. Justement en opposition au mondialisme, où le mondialisme imposait un standard occidental à tous les pays du monde par l'alimentation. On l'a vu avec ces grands groupes alimentaires de fast-food, de boissons, avec ces marques de vêtements, de chaussures, pour, si vous voulez, mondialiser le monde. Mais ça a été un échec. C'est un échec. Donc, je pense que la Russie a tiré les vraies leçons de l'échec de la mondialisation et en contrepartie propose un nouveau deal mondial avec les BRICS, en respectant les particularités de chaque pays membre et en apportant une nouvelle voie économique et financière, sachant que les deux plus grands adhérents des BRICS, c'est l'Inde et la Chine, et que ces deux pays, à eux seuls, représentent 35% du PIB mondial. Donc il y a une révolution géopolitique qui s'opère devant nos yeux, dans un climat de guerre qui peuvent déboucher vers un conflit mondial, mais qui ne l'est pas jusqu'à présent parce que chacun pèse le pour et le contre d'aller dans un conflit mondial. Parce que on sait très bien que si l'Amérique entrait dans un conflit ouvert avec la Fédération de Russie, on aboutirait à une guerre nucléaire qui entraînerait qu'il n'y aurait ni perdant ni gagnant. Enfin, il n'y aurait que des perdants, me semble-t-il. Donc, on est sur un jeu très, très sensible où l'Amérique est en train de perdre du terrain alors qu'elle reste la première puissance militaire au monde. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'Amérique veut rester le gendarme du monde, mais n'a plus le soutien des pays du monde entier, hormis le soutien de l'Union européenne qui, au contraire d'être indépendante vis-à-vis des États-Unis, est plutôt une entité politique qui suit les États-Unis, aveuglément. Donc l'Union européenne, l'Europe a perdu en quelque sorte, a perdu sa souveraineté et son autonomie, et en fin de compte suit un partenaire qui est militairement puissant, mais qui est financièrement et politiquement très fragile. Et je pense que même l'Union européenne risque de s'effondrer avant l'effondrement
du dollar américain et de l'économie américaine. Alors avant de parler de divorce, en termes juridiques, je dirais qu'il y a plutôt une séparation de corps et de biens avec la Russie avant de parler de divorce. Et qui, en fin de compte, qui est une séparation de corps et de biens forcée par nos dirigeants. Parce qu'à aucun moment il y a eu un débat parlementaire sur la question des sanctions, sur la question de la livraison de matériel militaire, sur la question d'aide financière vis-à-vis de l'Ukraine. Ça a été un peu la décision du prince, hein, discrétionnaire. Et il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a des liens entre la France et la Russie qui sont très forts au niveau culturel, au niveau historique, au niveau intellectuel, au niveau littéraire, qui sont indélébiles. Et ça, les Russes le savent, comme une part de l'élite française le sait aussi. Donc, je pense que avec l'équipe dirigeante actuelle, un rapprochement avec la Russie n'est pas à l'ordre du jour, et pas possible. En revanche, s'il y avait un changement de l'équipe dirigeante française, du gouvernement français, avec une élite politique nouvelle, je pense que la réconciliation serait tout à fait envisageable et nécessaire. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit au début de notre entretien, c'est que l'Europe, comme disait le général de Gaulle, c'est de Brest jusqu'à Vladivostok. Que nous avons des liens historiques avec la Russie, quand bien même la Russie à l'époque était l'Union soviétique et était un régime plutôt très dur et qui était un peu à l'opposé, enfin un peu, qui était complètement à l'opposé de nos standards libéraux. Aujourd'hui, la Russie a changé du tout au tout, n'est plus du tout la Russie bolchevique telle qui existait pendant pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide, et que pour le moment, la Russie est plutôt du côté de l'Est, trouve des accords avec l'Inde, avec la Chine, mais il n'en demeure pas moins qu'un jour ou l'autre, compte tenu de notre proximité territoriale sur le même continent, la Russie reviendra vers l'Europe et l'Europe devra revenir vers la Russie. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus souhaitable et ce qui, à mon avis, contrarierait les Américains, parce que les Américains se réjouissent du fait que, justement, il y ait une ligne de séparation entre la Russie et l'Europe. Parce que pour moi, il y a une continuité de la France jusqu'à l'est de la Russie, il y a une continuité géographique, sociologique, humaine, historique. Donc on ne pourra pas empêcher les liens qui nous unissaient à se renouer dans un avenir assez proche. Comme on dit dans la Bible, il y a un temps pour la paix, il y a un temps pour la guerre, ou un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Pour le moment, on est en guerre. On est en guerre, mais on voit que c'est une guerre qui arrive à son terme, qui arrive à une conclusion, et aux dépens de l'Ukraine. Et me semble-t-il que des accords devront être pris pour trouver une sorte de négociation pour un cessez-le-feu, pour éviter ce drame humain, parce que les pertes ukrainiennes sont considérables, et aussi des pertes russes. Il faut penser à tous ces hommes qui sont morts, aussi ces civils, qui sont malheureusement le prix des guerres dans ces dommages collatéraux, et qu'il faudra trouver un accord juste et solide pour que la guerre dans le Donbass devienne une histoire ancienne. Pour le moment, il y a eu trop de déchirements dans les propos aussi bien occidentaux que aussi dans les annonces russes lors de ce conflit. Mais bon, ce ne sont que des mots. Quand on est face à la réalité et que l'on voit que la récupération du Donbass militairement est impossible,
il faut se résilier à une négociation, il faut se résilier à un accord, comme ça a été le cas lors du second conflit mondial ou lors de la Première Guerre mondiale. Je pense que c'est un échec pour l'Occident, c'est un échec à la fois moral et un échec militaire. C'est bien de dire qu'on défend des principes de la démocratie. Il faudra un peu m'apporter les critères de la démocratie en Ukraine, compte tenu de certains retours qui ne sont pas très élogieux. Le système russe, il est tel qu'il est. C'est un grand pays de 149 millions d'habitants, avec différentes nationalités, donc assez dur à tenir en main. De vouloir imposer nos standards à la Russie, on est malvenu, puisque déjà nos propres standards vont vaciller. Et l'avenir nous le prouvera très prochainement que nos démocraties seront mises à l'épreuve. Donc, dans l'intérêt de l'Occident, dans l'intérêt de l'Union européenne, ou je dirais de l'Europe, et dans l'intérêt de la Russie, il faudra à un moment ou à un autre s'asseoir à une table de négociation pour trouver un accord qui puisse solder, apurer tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait depuis l'opération spéciale du 22 février 2022, sans humilier le perdant ou le gagnant, parce que je crois qu'il en va de l'avenir des prochaines générations. Et que justement nos expériences en Europe sur les conflits mondiaux, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, devraient nous donner une leçon pour pouvoir mettre en place des éléments de cicatrisation, très, très suivis, pour éviter justement la possibilité de retourner dans un conflit dans un futur assez proche. Je pense que ça, c'est tout à fait du possible. Je crois qu'il y a eu une sorte de fuite en avant des dirigeants occidentaux. Il y a une sorte de... on a voulu associer le conflit de l'Ukraine à la Seconde Guerre mondiale, qui était une erreur, parce que pour moi, le conflit du Donbass est un conflit régional, est un conflit aussi territorial et humain, parce que ces populations russophones qui vivaient dans le Donbass et qui voulaient être rattachées à la Russie ont subi les conséquences du coup d'État de 2014 en Ukraine. Et que la Russie n'a eu de cesse de prévenir, de proposer des solutions qui n'ont jamais été respectées par les co-contractants ou les observateurs européens, occidentaux, et que nous avons commis des erreurs. Il faut savoir les reconnaître. La Russie a peut-être été brutale dans son opération spéciale, mais pour elle, c'était un élément de survie territoriale et géopolitique, dans le sens qu'elle ne pouvait pas accepter qu'à sa frontière, il y ait des bases de l'OTAN, qu'il y ait à sa frontière une armée qui était préparée à la guerre. Il ne faut pas oublier que le 24 février n'est pas la date unique, car en début février, dans le Donbass, l'armée ukrainienne commençait à bombarder sa propre population russophone dans les républiques autoproclamées de Lugansk et l'autre de Lugansk et l'autre république, c'est j'ai oublié. Putain. Dans les deux républiques autoproclamées. Oui. Donc, lorsque l'armée ukrainienne commençait à bombarder les deux républiques autoproclamées du Donbass, donc la Russie s'est considérée comme dans la légitimité d'intervenir de manière préventive. Alors, avec des échecs, il ne faut pas oublier que la prise en tenaille de l'armée russe a fonctionné sur
sur le côté du Donbass, mais la tenaille sur le côté de Kiev a été un échec du fait justement peut-être de manque de préparation, d'information qu'avait l'armée russe à ce moment-là. Mais ils ont restructuré leur front et ils ont fait une sorte de mise en place de lignes de défense qui sont infranchissables. Alors évidemment, on va vous dire, mais attendez, le président Zelensky va dire, mais attendez, on va recevoir les F-16, les avions, ça va être une nouvelle donne, mais je ne pense pas que ça changera grand-chose à l'issue de la contre-offensive et de la reconquête des territoires du Donbass.